Au moins 84 personnes ont été tuées mercredi en Iran dans un attentat à la bombe en pleine commémoration de la mort du général Soleimani. Après la mort d'un haut cadre du Hamas imputé à Israël, les craintes d'une extension du conflit s'accroissent. Le chef de la diplomatie américaine est attendu sur place aujourd'hui. Alors que les combats s'intensifient entre l'Ukraine et la Russie, les deux pays ont procédé à un important échange de soldats avec l'aide des Émirats arabes unis. Face à un volume de pluie particulièrement élevé, plusieurs régions d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni subissent des inondations. Au moins 84 personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessés mercredi en Iran dans un attentat à la bombe. Les deux explosions ont eu lieu en pleine commémoration du 4e anniversaire de la mort du général Soleimani, homme clé du régime tué par un drone américain en Irak en 2020. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière en Iran depuis près de 50 ans. Le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu que les auteurs de l'attaque seraient bientôt identifiés et punis, alors que l'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a lui appelé à une réponse sévère. Les images satellites montrent des milliers de personnes rassemblées près de la tombe du général Soleimani à la mosquée Saeb al-Zaman dans la ville de Kerman. Selon l'agence de presse officielle IRNA, une première explosion est survenue à 700 mètres de là, une seconde, 1 kilomètre plus loin. L'agence locale Tasnim précise qu'elles ont été provoquées par des bombes dissimulées dans 2 sacs et activées via une télécommande. Les États-Unis ont démenti toute implication. The United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. Cet attentat survient dans un contexte de tensions accrues dans la région après la mort du numéro 2 du Hamas tué par un drone israélien dans la banlieue de Beyrouth au Liban. Les autorités iraniennes ont décrété un jour de deuil national. Sur ces images diffusées par Tsahal, des frappes menées par les forces israéliennes en direction du Liban sur des infrastructures qui seraient liées au Hezbollah. Selon l'armée israélienne, ces frappes ont été menées hier en réponse à des tirs provenant du Liban. Après la mort du numéro 2 du Hamas, Saleh El-Arouri, dans une frappe près de Beyrouth, imputée à Tsahal, le porte-parole de l'armée a déclaré qu'Israël se tenait prêt à tout scénario, tandis que le puissant chef du Hezbollah a menacé l'État hébreu dans un discours en déclarant que la mort du numéro 2 du Hamas, qu'il a qualifié de crime, ne restera pas sans riposte ni impunie. Les craintes d'extension du conflit s'accroissent. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu dans la région aujourd'hui pour tenter de calmer le jeu. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza assiégée, où la situation humanitaire est au bord du chaos, l'offensive israélienne se poursuit. Mardi dernier, des bombardements israéliens sur un bâtiment du Croissant Rouge à Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne, ont tué 5 personnes, dont un nouveau-né. Selon l'organisation, 3 autres personnes ont été blessées, dont un secouriste volontaire. Ce tir a semé la panique dans le bâtiment du Croissant Rouge qui abritait des personnes déplacées. Depuis le début du conflit, plus de 22 000 Palestiniens ont été tués, dont une majorité de femmes et d'enfants. Le plus haut diplomate de l'Union européenne, Josep Borrell, a mis en garde contre un débordement imminent de la violence au Moyen-Orient si le conflit de Gaza n'était pas résolu. Cette mise en garde intervient au lendemain de la mort du numéro 2 du Hamas lors d'une attaque de drone dans la capitale libanaise Beyrouth. Israël n'a pas encore explicitement revendiqué l'attaque, mais se prépare à d'éventuelles représailles. Las raíces del odio y si esa tragedia no se acaba pronto, mucho me temo que todo Oriente Medio se va a ver envuelto en llamas. La tension monte également en mer Rouge où des navires commerciaux internationaux ont été attaqués par les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Les États-Unis et certains pays européens ont envoyé des navires de guerre et des officiers dans la région en réponse à ces attaques, tandis que l'Iran a également dépêché sa propre frégate, signe d'une aggravation des tensions.
Lors d'une conférence à Lisbonne, Josep Borrell a déploré la capacité de l'Europe à appeler un cessez-le-feu à Gaza, avertissant contre le risque de compromettre l'unité de l'Union. No hemos sido capaces dentro del Consejo Europeo de llegar a una posición unánime para defender un alto el fuego. Al contrario, nos hemos limitado a llegar a un acuerdo de mínimos, diciendo que apoyamos pausas, en plural, humanitarias y en aumento de la ayuda a las víctimas de la guerra. No hay una solución, una posición unánime. Y eso nos debilita. La majorité des États membres de l'Union européenne ont voté en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza lors de l'Assemblée générale de l'ONU en décembre. Toutefois, certains des 27 pays de l'Union craignent qu'un appel commun de l'Europe en faveur d'un cessez-le-feu ne porte atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense. Josep Borrell a averti que l'Europe pourrait être accusée de faire 2 poids 2 mesures dans sa réponse aux 2 guerres en Ukraine et à Gaza. La posición clara y firme de Europa frente a la guerra en Ucrania no es compartida por muchos países del mundo que inmediatamente nos acusan de tener principios de geometría variable, o eso que llaman double standards. Y creo que sin cerrar los ojos, sin taparse la nariz, es difícil no afrontar esta contradicción. Certaines nations de l'Union européenne comme la Belgique, l'Irlande et l'Espagne ont publiquement appelé à un cessez-le-feu, mais il n'y a toujours pas de consensus parmi les 27 pays membres. C'est le plus gros échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. 230 militaires ukrainiens ont été échangés au cours de ce 49e échange entre Kiev et Moscou depuis le début de l'assaut russe en février 2022. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agirait du plus important nombre de soldats ukrainiens transférés. D'après les 2 pays, l'échange a abouti grâce à une médiation des Émirats arabes unis, partenaire majeur de la Russie dans plusieurs dossiers humanitaires, économiques et énergétiques. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a d'ailleurs attribué la réussite de l'échange aux solides relations d'amitié entretenues à la fois avec la Russie et l'Ukraine. De son côté, la Russie s'est réjouie dans un communiqué de la libération de 248 militaires rapatriés parce qu'elle considère comme un territoire contrôlé par le régime de Kiev. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a également réagi à la libération des soldats ukrainiens. Cet échange de prisonniers intervient en pleine intensification des violences entre Russes et Ukrainiens. Des frappes des 2 côtés ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi les populations civiles. L'OTAN a annoncé qu'elle allait contribuer à l'achat de 1000 missiles pour aider l'Ukraine à intercepter les frappes aériennes russes. Premier scandale politique de l'année en Italie, Emanuele Pozzolo, député de la majorité de la première ministre Giorgia Meloni, fait l'objet d'une enquête. Il est accusé d'avoir tiré accidentellement sur un homme la veille du Nouvel An à Rosazza, dans la province de Biella, en Piémonte. Le député a été mis en examen pour coups et blessures. En attendant les résultats de l'enquête, son arme lui a déjà été confisquée par les carabiniers. Les faits se sont produits lors d'une fête organisée par la sœur d'un ministre de Giorgia Meloni. Quant à la victime, elle n'a pas encore porté plainte. Alors que le niveau de la Leitha ne cesse de monter, la ville de Quimperlé dans le Finistère est en alerte. Suite aux fortes intempéries, le niveau de la rivière dépasse désormais les 3 mètres et les autorités locales redoutent des inondations comme l'an dernier. Face au risque, la Leitha a été placée en vigilance orange et plusieurs commerces ont dû fermer. Outre-Rhin, de nombreuses régions font elles aussi face à des inondations depuis plusieurs jours. C'est le cas particulièrement dans le nord-ouest, en Basse-Saxe, où des centaines de personnes ont dû être évacuées. De fortes pluies sont encore attendues dans certaines zones et le risque d'inondation est toujours présent. La tempête Henk, qui a balayé une partie de la France, a également fait des dégâts dans le sud du Royaume-Uni, avec plus de 300 alertes aux inondations. Le quartier de Greenwich, dans le sud de Londres, est particulièrement touché par des vents violents. Et dans l'ouest de l'Angleterre, un automobiliste a été tué après la chute d'un arbre sur sa voiture. La Scandinavie est actuellement touchée par une vague de froid extrême. La barre des moins 40 degrés a été franchie pour la première fois cet hiver, avec par exemple moins 43,6 degrés au nord de la Suède. Un record inégalé depuis 1999. Des écoles ont dû fermer et les trains électriques ont été mis à l'arrêt.
Man är ju van med kyla, men när det kryper ner under 40 då tycker även jag att det blir kallt. La Norvège n'est pas épargnée non plus par cette vague de froid, avec des chutes de neige et des températures autour de moins 30 degrés. Si les automobilistes norvégiens ont été invités à éviter les déplacements inutiles, c'est aussi le cas au Danemark, où il est prévu jusqu'à 70 cm de neige dans certaines zones du pays. Ce froid, qui va se maintenir encore quelques jours, va s'installer dans d'autres parties de l'Europe, notamment en France, à partir de ce week-end. Coup dur pour le nouveau président argentin Javier Milei. Un tribunal a annoncé suspendre un ensemble de réformes du droit du travail qu'il avait annoncé. Celle-ci prévoyait notamment de faire passer la période d'essai de 3 à 8 mois, de réduire les indemnités de licenciement, de limiter le droit de grève et d'autoriser le licenciement de salariés ayant participé à un blocage. Saisie par la plus grande centrale syndicale du pays, la justice a estimé que les mesures devaient auparavant être examinées et approuvées par le Parlement. Donald Trump a fait appel mardi d'une décision qui lui interdit de se présenter à la prochaine présidentielle dans l'État du Maine en raison de son rôle présumé dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. L'ex-président américain affirme qu'il n'était pas un fonctionnaire du gouvernement, comme le stipule l'amendement constitutionnel cité par l'accusation. La démocrate Sheena Billows est devenue la première secrétaire d'État de l'histoire à interdire à un ex-président de se présenter en vertu de l'article 3, rarement utilisé, du 14e amendement américain.